Claire Voisin, donc vous êtes mathématicienne, titulaire d'une chaire au Collège de France, première mathématicienne élue au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, médaille de bronze, d'argent et d'or du CNRS, prix EMS, j'en passe, jusqu'à l'année dernière, en 2007, le prix Shaw, qui est souvent appelé le Nobel asiatique. J'aimerais comprendre comment on devient Claire Voisin. Dans quel milieu vous avez grandi, évolué pour arriver jusque-là? Il y a une chose qui me frappe rétrospectivement, c'est que je n'ai jamais rencontré aucun obstacle. C'est-à-dire ma carrière s'est déroulée de façon très très lisse. Et je trouve ça très agréable en fait de me dire que... Bon, évidemment, c'est peut-être un point de vue un peu élitiste, mais puis je suis là pour parler de moi, donc je parle de moi. Je ne me suis pas du tout posé de questions en termes concernant des orientations, des choix. Je dirais que, voilà, si vous me demandez comment vous en êtes arrivé là, c'est très simple, j'ai mis un pied devant l'autre. Et ça s'est fait très très simplement. Une des choses les plus extraordinaires de ma vie, ça a été de devenir fonctionnaire à l'âge de 19 ans. Je crois qu'on est, je ne sais pas exactement fonctionnaire, mais quand on entre à l'école normale, on a un statut de, alors je ne sais plus, élève fonctionnaire. Bon. Et j'ai eu le sentiment d'être accueillie par une sorte d'organisme qui me prenait en charge comme une seconde famille et qui me donnait une sorte de carte blanche pour continuer mon existence. Et donc ça s'est continué ensuite lorsque je suis entrée au CNRS, que je n'ai essentiellement jamais quitté, sauf pour aller récemment au Collège de France. Ce que je trouve très agréable d'avoir eu si peu de choix à faire, finalement, que les choses se soient réglées en quelque sorte spontanément, sans effort de ma part. Et une des raisons pour lesquelles, puisque vous me demandez de parler de mes origines, d'après ce que je comprends, de mon passé. Oui, le milieu dans lequel vous avez grandi, oui. Peut-être aussi, ça joue aussi. Il se trouve que c'est un milieu qui n'était pas tout à fait idéal comme famille. Il y a un milieu assez, je dirais peut-être assez... C'est pas un milieu très accueillant. Et finalement, pour moi, trouver autant de facilité dans ce qu'on peut appeler la vraie vie, la vie d'adulte, via le fonctionnariat et un déroulement très très lisse de ma carrière, ça a été un peu une surprise et un soulagement. Donc je suis sortie d'une... je ne sais pas si vous voulez que je vous décrive un peu le genre de famille que c'était, mais d'abord c'est une famille extrêmement nombreuse, j'ai une famille de 12 enfants. Mes parents sont extrêmement âgés. Mon père était né en 1917 et ma mère en 1922. Donc ce qui les caractérisait, c'est triste à dire, mais c'est des gens qui avaient fait la guerre, enfin, au sens où ils étaient déjà des adultes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que ça a quand même pas mal pesé sur la manière dont ils considéraient l'époque moderne. Et donc le résultat, c'est qu'il planait dans cette maisonnée une ambiance assez particulière, extrêmement exigeante et rigoureuse, à la fois sur le plan intellectuel et moral. Et, disons, la frivolité n'était absolument pas de mise. Ce qui était resté à mes parents, c'était, ce qui était le plus évident dans leur discours, c'était une très grande préoccupation, d'une part de la vie intellectuelle en général, la vie des idées. Mon père était mu par beaucoup de passions scientifiques, ma mère plus sur le plan, plus par l'amour de l'art, donc c'était quelqu'un de beaucoup plus littéraire.
Donc il y avait un primat des idées qui était très important. C'était des gens qui venaient de familles assez intellectuelles en fait, mais aussi un primat de la morale, peut-être encore plus. Et donc mes parents étaient très tournés vers les grandes questions humanitaires. Bon, dans les années 70, on parlait énormément de la faim dans le monde, et je peux vous garantir qu'il ne se passait pas une journée à la maison sans qu'on parle de la faim dans le monde. Et donc nous, enfants, on portait un peu le poids de tout ça. Donc, par exemple, alors, il n'y avait pas que la faim dans le monde, mais c'était aussi, bon, il y a eu Martin Luther King, ensuite, bien sûr, bon, la guerre du Vietnam. Enfin, on était continuellement, bon, ces choses-là faisaient irruption chez nous. Et donc, nous, enfants, on n'était pas vraiment censés être des enfants, on était censés être très, très conscientisés face à tout ce qui se passait. Donc c'était un peu ça l'ambiance qu'il y avait chez nous, mais assez intellectuelle aussi. Il n'y avait pas que ça aussi, une chose un peu curieuse, peut-être plus personnelle, c'est que j'avais énormément de sœurs, nous étions 9 filles pour 3 garçons, et finalement, ça, je n'arrive pas trop à voir à quoi ça se rattache, mais je me souviens qu'on avait une sorte de primat. Je pense que c'est assez important pour ma personnalité maintenant. Un des adjectifs qui revenait le plus souvent, c'était original. Alors je ne sais pas si c'était de l'époque qui voulait ça, mais cet original, c'était vraiment le compliment par excellence. Donc il y avait des choses comme ça, et ça venait, il me semble, plutôt de mes sœurs que de mes parents. Et un dernier aspect qui était assez caractéristique, mais qui va tout à fait dans la continuité de ce que je vous ai décrit, une famille assez, assez peu tournée vers la frivolité dans l'ensemble. C'était un certain mépris de la réussite, mépris de la réussite sociale, mépris de la réussite scolaire. Je pense que ça nous rendait assez marginaux, au sens où c'est vrai que la vie des petits bourgeois qui nous environnaient à Taverny n'était visiblement pas censée entrer en ligne de compte. C'était pas ça qui avait cours à la maison. Trop léger. Oui, trop médiocre aussi. Je pense que nous étions des gens assez orgueilleux. D'accord. Alors, au secondaire, vous étiez plutôt attiré par la poésie, la philosophie, ce qui vous semblait peut-être plus conceptuel et plus profond que les sciences dures, que les mathématiques. Vous aviez envie d'inventer, de découvrir à cette époque-là déjà, ou vous n'aviez à votre portée que des sciences et des mathématiques déjà faites, quoi, qui manquaient d'aspiration peut-être ? Bien oui, pour l'essentiel, je n'avais pas de contact, sauf peut-être par mon frère aîné, mais comme je vous l'ai dit, mon père était vraiment de l'ancienne école, donc j'ai pas mal fait de maths avec lui, mais c'était des mathématiques à l'ancienne, donc je dirais pas très conceptuelles. Nous avions des aspirations à la profondeur. Je voulais faire des choses profondes, me réaliser, être moi-même, et je ne pense pas que les mathématiques, je pense que j'étais scolairement très, très bonne en mathématiques, mais c'était pas assez substantiel pour répondre aux aspirations d'un adolescent qui... je pense que il n'y avait pas une intensité qui répondait aux aspirations qu'on peut avoir. C'était une époque où, à 20 ans, je lisais Lautréamont, je vivais dans un monde qui avait une sorte qui correspondait à une intensité intérieure que je ne trouvais pas, d'écho dans les mathématiques.
Mais ça, c'était plutôt, je dirais, jusqu'en terminale, parce que les mathématiques qu'on fait jusqu'en terminale, c'est extrêmement, je ne vais pas les rabaisser, elles peuvent être tout à fait formatrices, mais elles ont quand même très peu de choses, elles ne sont pas surprenantes, elles ne sont pas très substantielles, elles sont, je dirais, tellement faciles et naturelles qu'on ne va pas songer à se réaliser là-dedans, si on veut un peu de... Pour moi, la poésie, à cette époque, était beaucoup plus susceptible de m'attraper, de m'attirer. Mais par la suite, les choses ont changé, même assez rapidement, dès les classes préparatoires. Parce que là, dès qu'on rencontre des vraies théories mathématiques, ces théories qui secrètent ces objets qui sont tellement... alors beau, entre guillemets, quand on a dit beau, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est des objets qui sont tellement réels et tellement structurés, tellement respectables, que là, on est saisi. Donc, je dirais que bien avant de découvrir ce que peut être la recherche en mathématiques, j'avais rencontré des objets mathématiques. Même quand j'ai commencé, la découverte de la topologie générale, d'un seul coup, on vous donne un point de vue complètement différent sur ce que c'est qu'une fonction continue. C'est ensembliste. J'ai toujours beaucoup aimé peut-être pas l'abstraction. Moi, ce que j'aime, j'aime la théorie, en fait. Mais la belle théorie qui donne une sorte de possibilité de contempler les objets d'un peu loin. On faisait ça à cette époque-là en sup. Et puis, par exemple, la théorie des groupes, c'était magnifique. Et donc, déjà à ce moment-là, j'ai rencontré une certaine profondeur. Mais c'est beau et c'est profond, mais ça se contemple comme une œuvre d'art, les mathématiques, les objets mathématiques? C'est plus que ça. Je pense que la comparaison avec l'œuvre d'art, c'est parce qu'on n'a pas, finalement, on n'a pas tant de comparaisons possibles. Je pense que si on était peut-être dans une autre culture, on irait plus loin. Ou si on avait encore un petit peu de mysticisme, on penserait plutôt à ça. Disons que, voilà, moi je pense que ce qui est extraordinaire, et je crois que c'est pour ça que quand on aime les maths, quand on peut faire les maths, on peut essentiellement pas faire autre chose. C'est que quand on fait des maths, on est extrêmement près de la manière dont fonctionne l'esprit humain. Je pense qu'on est vraiment les gens les mieux capables de comprendre comment fonctionne l'esprit humain. C'est-à-dire, on se voit en action. Quand on montre un théorème, ce théorème vient dans une théorie, et il y a une sorte de lumière parfaite qui souligne, disons, jusque dans les moindres détails, les objets qu'on est en train de décrire ou de comprendre. Et j'aime beaucoup cette incroyable familiarité qu'on a avec les objets mathématiques, qui peut donner l'impression qu'on... La nature des objets mathématiques est, si on veut parler d'essence, voilà, l'essence des objets mathématiques, c'est la même que l'essence de notre esprit. Bon, peut-être cette phrase n'a absolument aucun sens, mais c'est comme ça que je le ressens. Et donc il y a un sentiment d'adéquation totale. Alors que c'est vrai que la nature nous rejette. Je trouve qu'elle nous blesse, il y a la gravité, les choses sont difficiles, surtout pour moi qui suis maladroite dans mes gestes, qui n'ai aucune aisance d'aucune sorte. Je n'ai pas un bon contact avec la nature, bon, peut-être que je n'essaie pas beaucoup. Et je trouve au contraire que les mathématiques ont ce côté accueillant d'un domaine où on se sent vraiment tout à fait à sa place. Ça ressemble plus à
à une histoire d'amour en fait, hein. Peut-être le rapprochement amoureux ou de la passion ou non, je ne sais pas. Si c'est au-delà de l'art, c'est... C'est vrai. Oui. C'est plus que... C'est vrai que je pense que c'est quand même seulement dans ce domaine que je ne me suis pas sentie étrangère d'une certaine manière. Bon, j'exagère, hein, ça peut peut-être l'air un peu mélodramatique présenté comme ça, mais je pense que... récemment, je repensais, il se trouve que j'ai eu une petite... donné une espèce de petite conférence avec Carole Beffa, qui est un musicien. Et donc on était censé faire un échange entre une mathématicienne et un musicien. Et j'avais commencé en citant le poème de Baudelaire sur les correspondances, sur les synesthésies, ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Et donc la nature est un temple de vivants piliers, laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme il passe à travers une forêt de symboles qu'il observe avec des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Et je disais, mais si vous remplacez nature par mathématiques, c'est exactement ça. C'est vrai, et en particulier ce familier, ce regard familier, c'est tout à fait ça, ce sentiment de proximité qu'on a aux objets mathématiques. À quel moment vous avez su que vous en feriez votre métier? Est-ce que c'est arrivé progressivement ou est-ce qu'il y a eu un déclic ou un coup de foudre? Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une personne de décision et je ne me suis jamais trop posé de questions sur mon avenir, sur ma carrière. Ça n'était pas du tout, je vous ai décrit ma famille, on n'était pas censé s'abaisser à ce genre de choses. Donc, non, je ne pense pas avoir formulé à un moment donné. Non, je vous dis, c'est ça qui a été absolument merveilleux, c'est que les choses ont été très balisées, j'ai suivi mon chemin, j'ai fait des choses qui me plaisaient et finalement c'est devenu mon métier. Ce qui était extraordinaire, c'est que je n'ai pas eu besoin de me poser des questions compliquées sur comment imaginer mon avenir. Non, ça s'est fait comme ça. C'est vrai que le système rend les choses assez faciles. Bon, je reconnais que c'est peut-être pour un petit nombre de gens qui ont la chance de ne pas louper le coche au bon moment. Hein. Je pense puisque vous disiez comment, il est très probable qu'il y ait eu un facteur chance à un certain nombre de moments de mon existence où je suis passée comme ça sans trop me poser de questions. Donc cependant, bon, il y a eu un moment un petit peu décisif. C'était quand j'étais à l'école normale. À cette époque-là, je m'intéressais à l'épistémologie, parce que je vous ai parlé du fait que les mathématiques, finalement, c'est un moyen extraordinaire d'observer l'esprit humain en train de fonctionner. Et à cette époque-là, je restais un peu... je gardais mes distances. Je me disais, finalement... parce que j'aimais beaucoup faire des maths, j'aimais beaucoup ça, mais je pensais qu'on pouvait aller encore plus loin donc en faisant justement en étudiant l'épistémologie, donc une sorte de la science des sciences. Et en fait, je suis allée voir une dame qui s'appelait Claude Imbert, je pense qu'elle est décédée maintenant. Je n'en suis pas sûre, qui était philosophe à l'école normale et qui m'a fermement détournée. Je ne sais pas si elle avait reçu des consignes ou si elle pensait tout simplement, ce qui était probablement vrai, que c'était une idée absolument stupide de vouloir faire de la philosophie alors que j'étais bonne en maths et que c'était... Donc je pense qu'elle était assez ferme en fait. Faire comprendre que ce n'était pas un projet très sérieux. Enfin, non, on n'a pas dit ça comme ça, mais que pour elle, je devais faire des maths. Alors, en fait, il se trouve que
assez rapidement ensuite, les choses se sont intensifiées au niveau de... Bon, à cette époque-là, je pense que j'étais encore... oui, je pense que j'étais... ça devait être la 2e année, préparation de la grecque. Et vous savez, la préparation de la grecque, c'est un peu une rechute. Hein, c'est une rechute dans un style assez scolaire. Hein, c'est un peu comme de refaire une année de classe prépa. Ça peut... Et franchement, moi j'ai toujours eu énormément de distance par rapport à la chose scolaire, donc je pense aussi que chaque fois qu'on m'a présenté des maths de façon scolaire, je me demandais si je ne pouvais pas faire des choses un peu plus, pas dire digne de moi, mais enfin plus profonde, allant plus au fond des choses. Mais bon, cette année de grec s'est terminée et après j'ai vraiment fait des maths. Donc c'était et là peut-être l'année où c'était la dernière année avant de commencer la recherche. C'était alors est-ce que ça correspondait ou alors maintenant je me confonds un peu. Bon, enfin il y a eu peut-être une période de 2 années, grosso modo, je ne sais pas si c'est M1, M2 ou quelque chose comme ça. Bon, c'est possible que je confonde un petit peu les différentes années de cursus, mais il y a eu vraiment une période extraordinaire où je suivais énormément de cours et des cours magnifiques. Là, vraiment, des cours en particulier, je me souviens d'un cours de topologie algébrique de Joseph Le Potier, qui était tout simplement extraordinaire. Un cours, on sortait de ce cours, on n'avait pas besoin d'ouvrir un livre, parce que le cours nous donnait la théorie comme ça, et c'était tellement pertinent, bien démontré. C'était vraiment extraordinaire. Il y avait des cours comme ça, mon cours de géométrie riemannienne, petit à petit, vous savez, on arrive à un moment donné un peu de plein pied dans la connaissance mathématique. Bon, ça c'était encore un peu dans un stade avant la spécialisation, le choix d'un domaine. Mais c'était déjà après ce passage par la grecque où je trouvais que c'était pas... Il y avait quelque chose d'un peu superficiel ou un peu étriqué, voilà, étriqué. C'était vraiment 2 mondes totalement différents. Ce monde de... Bon, ces concours un petit peu scolaires où on passait par certains sujets obligés. C'était une présentation un peu... qui ne faisait pas rêver, quoi. Alors que les cours que j'ai suivis en fac à cette époque étaient vraiment extraordinaires. Donc après, vous vous êtes spécialisé, comment vous êtes tourné vers, et pourquoi, vers la géométrie algébrique? Ça a été votre premier choix? Alors, c'est Marie-France Vigneras qui m'avait conseillé d'aller voir Beauville, qui a été mon directeur de thèse ensuite. Et effectivement, j'ai tout de suite beaucoup aimé le sujet. Beauville, à cette époque, on n'a pas vraiment commencé géométrie algébrique parce que c'était l'époque où il s'intéressait, beaucoup de gens s'intéressaient, c'était l'époque un peu post-Yao, théorème de Yao, donc les gens s'intéressaient énormément à la géométrie kehlérienne, surtout les métriques kehlériennes d'holonomie spéciale. Donc, par exemple, les métriques kehlériennes à courbure de Ricci nulle, qui sont des métriques d'Einstein, mais dans le cadre de la géométrie complexe. Et Beauville il y avait des groupes de travail, en particulier à l'X, par exemple, pour réécrire, pour comprendre la preuve du théorème de Yao et comprendre un peu ce que c'était du point de vue de la géométrie complexe que ces variétés furicanoïques triviales. Enfin, c'est la formulation en termes de géométrie complexe ou géométrie algébrique de la notion métrique de variété kehlérienne à courbure de Ricci nulle. Et donc Beauville était à cette époque-là, il a fait énormément de choses, c'est un mathématicien extrêmement diversifié, mais à cette époque-là précisément, il s'intéressait à ces questions qui étaient un petit peu à cheval entre géométrie différentielle et géométrie algébrique. Donc je n'ai pas, avec lui, attaqué, je me souviens qu'il m'avait fait lire des choses sur les variétés kehlériennes.
Bon, par exemple, dans mon M2, il m'avait fait travailler sur un article de Varouchas qui fait descendre des métriques kählériennes sous un morphisme fini, ou qui parle de métriques kählériennes sur des variétés singulières. Et donc c'était une initiation à la géométrie algébrique qui était assez, qui n'était pas directe. C'était pas du tout l'immersion, on ouvre Hartshorne et ensuite on ressort que quand on a compris ce que c'est qu'un schéma. Ça j'ai fait ça plus tard, mais je n'ai pas commencé comme ça. D'ailleurs, à la fin de cette année-là, j'hésitais un petit peu entre la géométrie algébrique et la géométrie différentielle. Je ne regrette absolument pas d'avoir choisi la géométrie algébrique parce que je trouve que c'est 100 fois plus intéressant en fait. Enfin, je trouve que la géométrie algébrique, il y a tout un côté très conceptuel. Puis on met ce que j'aime bien, c'est qu'on met le niveau théorique exactement là où on veut. On peut faire de la géométrie algébrique totalement abstraite. Ce n'est pas ce que je fais, mais il y a des théorèmes en géométrie algébrique qui sont vraiment démontrés par des moyens, on peut dire, des moyens assez abstraits. Bon, par exemple, je ne sais pas si on regarde, c'est magnifique, Borel-Serre, c'est leur rédaction des travaux de Grothendieck sur les classes de Chern et le théorème de Riemann-Rohr, enfin ce qu'on appelle Grothendieck-Riemann-Rohr. Bon, il y a un détour par la théorie, et puis à la fin, donc la démonstration va se faire par des arguments que les gens aimaient bien appeler routine. Ces gens-là ne s'intéressaient pas tellement aux mécanismes de démonstration. C'était plutôt des belles théories que des belles démonstrations. Je pense que maintenant, on a retrouvé le goût des belles démonstrations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en géométrie algébrique, il y a un peu de tout. On peut vraiment vivre dans la théorie, la contemplation des beaux objets. On peut faire... il y a toutes ces théories cohomologiques, il y a la cathéorie. Donc les outils théoriques sont absolument colossaux. Déjà, pour commencer, la notion même de schéma, la cohomologie cohérente qui va avec la notion de schéma, la théorie des faisceaux sous-jacents, bon, tout ça c'est incroyablement beau et structuré. Donc là après, il faut aussi faire son chemin là-dedans et puis montrer ses propres théorèmes et avoir finalement des questions relativement concrètes, ça ne veut pas dire grand-chose concret, mais des questions qu'on peut s'approprier. Avoir ces questions-là en tête, et c'est là qu'on peut s'affirmer. Enfin bon, bref, c'est comme ça que j'ai choisi la géométrie algébrique. D'ailleurs, j'étais allée voir Bourguignon, et Bourguignon, à cette époque-là, je ne sais pas, il n'était pas tellement partant. Mais finalement, je ne regrette pas du tout d'avoir suivi, continué en géométrie algébrique. Mais c'est seulement, finalement, je dirais que c'est seulement... j'ai fait les choses un petit peu à l'envers, finalement. Au début, j'ai lu énormément de vieux articles qui correspondaient un petit peu au début de la géométrie algébrique complexe. Donc bien sûr Kodaira, qui était écrit quand même dans un langage un petit peu à l'ancienne, il y avait la cohomologie des faisceaux, mais enfin il fallait quand même un peu s'accrocher. Griffiths, qui était beaucoup plus récent à l'époque, mais qui était considéré comme rédigé dans un langage un petit peu trop classique. Et c'est seulement après que j'ai finalement, que je me suis initiée à la géométrie algébrique via l'algèbre commutative, théorie des schémas. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier Eureka? Pour quels travaux? Vous voulez dire à l'âge de la recherche ou quand j'étais jeune? Celui dont vous vous souvenez là maintenant, ou le plus mémorable, enfin quelque chose qui... Parfois c'est oui, le premier, la première fois que vous avez trouvé quelque chose, un travail abouti. Oh là, c'est difficile à reconstituer. Le premier, là ça va me demander beaucoup. Oui, j'ai eu un certain nombre de moments extraordinaires, mais alors vraiment exactement le premier, je ne peux pas vous dire. Je pense que je peux vous dire
quand j'étais jeune, mais ça c'était vraiment quand j'avais 12-13 ans, la première fois que j'ai eu ce sentiment de plaisir intense de comprendre quelque chose. Mais au niveau de ma recherche, oui, alors à 12 ans, c'était quoi par exemple? C'est très simple, c'était ce qu'on appelle le théorème de Bezout. Et alors, ce qui est très beau, c'est que c'est un théorème qui s'énonce très facilement, et qui est tout à fait concret, c'est un énoncé tout à fait concret. Il dit que si vous prenez deux nombres entiers, n et m, premiers entre eux, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre qui les divise tous les deux, sauf 1, alors il existe une combinaison, donc un coefficient entier, a m plus b n, donc a et b doivent être aussi des entiers, donc positifs ou négatifs, donc am plus bn égale 1. Donc c'est très évidemment, si on arrive à faire une combinaison qui vaut 1, tout nombre qui va diviser m et n va diviser am plus bn, donc il va diviser 1, donc c'est 1. Donc c'est optimal comme énoncé. Et alors, donc cet énoncé, bon, il est très concret, mais ce dont je suis vraiment tombée amoureuse, c'est que j'ai découvert la preuve de cet énoncé par la théorie des idéaux, et donc en fait l'énoncé qui est derrière, c'est tout idéal de Z est principal, et il y avait l'idée d'introduire l'ensemble des combinaisons à M plus Bn, et de dire ça c'est un idéal, et tout idéal a cette structure-là. C'était évidemment, bon, on peut le montrer directement à la main en faisant des divisions euclidiennes, mais au lieu de faire une preuve ad hoc, on fabriquait une théorie. Et c'était, je me souviens d'avoir eu vraiment énormément de plaisir en découvrant ça, une sorte de. Il y avait cette impression justement d'un détour, et ça m'a beaucoup apporté parce qu'à cette époque je faisais des mathématiques avec mon père, et c'était beaucoup de géométrie du triangle, du cercle, et cette géométrie était pleine de petites ruses totalement ad hoc. Donc c'était pas mal pour l'agilité d'esprit, mais il n'y avait aucun outil théorique, donc on ne mettait absolument pas la main sur la source. Tandis que là, c'était exactement le contraire. On avait un énoncé, bon, qui était plaisant à voir, mais en fait, derrière, on voyait se profiler une théorie qui débouchait entre autres sur cet énoncé. Donc c'était vraiment peut-être mon premier contact avec des mathématiques vraiment modernes. Non, alors après, pour la recherche, je pense que. Vous savez, Eureka, c'est vite dit. La recherche. Bon, vous savez, dans la recherche, de tout le trajet qui nous mène à la démonstration d'un théorème, à la publication, eh bien, il y a un nombre d'étapes considérables. Il y a une première étape, et ça qui est peut-être la plus extraordinaire, c'est ça peut-être qu'on peut appeler Eureka, c'est le moment où on sent que quelque part ça sonne creux et qu'on va pouvoir passer. Vous savez, comme quelqu'un qui doit escalader une paroi et qui se dit, bon là, il y a peut-être un moyen de faire quelque chose. Quand on sent qu'il y a cette possibilité, on entrevoit ça, alors là, parce que c'est ce moment-là qui nous donne l'énergie de nous mettre au travail et qui nous insuffle l'espoir, oui, qui nous donne vraiment l'énergie, enfin tout ce qu'il faut pour ensuite mener à bien le projet. Après, il y a d'autres étapes. Bon, il y a des moments de désespoir. Il faut dépasser des difficultés techniques. Il arrive très souvent qu'on se casse les dents sur des lemmes qui ne présentent aucun intérêt en eux-mêmes, mais qui, tant qu'on ne les a pas démontrés, stoppent complètement le progrès du travail. Donc, c'est quand même un peu la longue marche, quoi. Donc. Bon, quand vous dites Eureka, non, on ne saute pas tout d'un coup sur ses pieds avec un théorème en main. C'est pas du tout comme ça que ça marche.
C'est plutôt qu'il y a des moments où on se dit, bon, là, je peux me mettre en marche, mon esprit va pouvoir s'appliquer dans une direction bien définie, parce que là, je sens qu'il y a quelque chose que je peux faire. Alors après, bon, j'ai comme fait de la recherche pendant plus de 30 ans, donc je n'ai pas toujours fait de la recherche de la même manière. Il y a des choses qui m'ont coûté énormément de travail, qui sont importantes, mais qui ne correspondent pas non plus au fait que, inversement, il y a parfois des longues périodes où je me suis cassé la tête pour essayer de montrer des choses et qui ont débouché sur des échecs, par exemple. Il y a eu aussi des expériences, par exemple un des résultats pour lesquels j'ai été très reconnue, qui était mon résultat sur le problème de Kodeira, de montrer de construire des variétés kélériennes compactes qui n'ont pas le type de motopie, qui ne sont pas homéomorphes à des variétés projectives. C'était 2 jours de travail. Après, j'ai amélioré le truc, j'ai fait des variantes, mais le moment où j'ai vu que ça allait marcher, c'était presque rien. Donc il y a tellement de... je ne sais pas d'apporter une réponse uniforme. Là, pour le coup, c'était un peu eureka parce que c'était... Bon, j'avais vu que ça donnait d'abord quelque chose, et en réfléchissant pendant une nuit, ça avait donné un résultat encore meilleur, et là, il n'y avait plus qu'à rédiger le truc. Mais bon, c'était pas toujours comme ça. Et donc, il y a quel sentiment, quelle sensation à ce moment-là? Ah c'est glorieux. Non, ça c'est sûr que ce sont des très belles périodes. Mais déjà, en fait, je dis, pour moi, c'est vraiment les moments auxquels je suis attachée, c'est les moments où je sors un peu des limbes, disons, dans le train-train quotidien, tout d'un coup, il y a, je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Et là, je commence à me lancer dans une recherche. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on a... c'est un peu vous voyez, pour prendre une image, ça a été merveilleux le moment où Beauville m'a donné mon sujet de thèse. Je suis sortie de son bureau et je me sentais fière comme Artaban. Après, j'ai passé 1 an, donc j'ai montré ce théorème de Torelli. C'était comme si on m'avait confié de découvrir le Saint Graal. Et donc, après, on reconstitue ça plus tard, c'est vrai, c'est dans ces moments où tout d'un coup, alors là, souvent pour une raison assez mystérieuse, on se dit, là, il y a quelque chose à faire. Parce qu'après, on est occupé mentalement et on suit un fil. Je ne dis pas que c'est facile parce qu'il y a parfois, ensuite, il y a des échecs, ça ne donne pas ce qu'on voulait, etc. Mais on a un fil directeur qui nous permet d'organiser notre pensée, notre travail. Donc ça se passe comment pour vous, justement, ce chemin vers une solution possible? C'est à plusieurs, c'est en partage, c'est seul, c'est enfermé, c'est dans la nature? Non, alors moi, je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire. J'aime travailler chez moi, sauf quand j'aime beaucoup aller en conférence, donner des exposés, suivre des exposés. J'aime beaucoup les séminaires aussi, j'apprends beaucoup de choses. Mais pour moi, la recherche, c'est vraiment un travail solitaire. Pour moi, c'est très introspectif. C'est aussi un peu... il y a pas mal de souffrance, il faut reconnaître ce qui est. Il faut vraiment extirper de son esprit le maximum. Et j'ai horreur de discuter pendant cette période. De discuter de ce que je suis en train de faire, parce que c'est trop informel, c'est ce stade... oui, c'est ce stade, pour moi c'est une sorte de stade pré-oral, où on peut à peine parler des choses tellement il leur manque... vous savez, pour faire un théorème, il faut quand même plein de petites idées, il y a plein de petits écrous à serrer, etc. Mais on ne sait pas comment ça va marcher. Et tout ça nécessite beaucoup d'efforts, de concentration, aussi d'inventivité parfois. Et moi, ce sont des choses que je ne peux absolument pas partager.
Bon, cela dit, j'ai eu quelques collaborations extrêmement sympathiques, agréables et assez prolifiques en fait. Enfin, je dis prolifiques, non pas prolifiques, fructueuses plutôt. Mais vous avez besoin de vous sentir seul, justement? Vous coupez du quotidien? Ça arrive? C'est arrivé? Ouais, je ne me coupe pas du quotidien, j'aime bien travailler chez moi. Au contraire, j'aime bien cette chose rassurante d'être dans mon univers quotidien. Je ne veux pas non plus rester scotché à mon bureau parce que je me coincerai très vite. Donc j'aime bien faire des allées et venues. J'aime bien être immergée dans un milieu qui ne me blesse pas, qui ne m'agresse pas. Je sais que j'ai toujours des petites tâches à accomplir, que j'accomplis machinalement. Tout ça pour faire baisser un peu la pression, mais aussi pour... oui, ça permet d'entretenir une espèce de dialogue intérieur. Parce que le problème, c'est qu'il faut aussi... ça dure longtemps, mettre en place une démonstration. Il y a des moments où ça résiste. Donc il faut trouver le moyen de rester quand même suffisamment proche du sujet pour continuer à travailler, pas trop proche de façon à pas trop non plus se lasser, se casser les dents. C'est un peu chacun ses petites stratégies personnelles pour rester face à son travail sans s'en dégoûter ou surtout se désespérer, quoi. D'après vous, quel mathématicien a tout révolutionné ou a beaucoup révolutionné? Ou le plus novateur? Alors je sens que je devrais répondre Grothendieck, mais en fait je ne fonctionne pas du tout comme ça parce que je ne vais pas vous dire que les gens ne m'intéressent pas, mais je trouve qu'il n'y a pas un mathématicien. D'abord je pense en toute sincérité que ce ne sont pas les mathématiciens qui sont intéressants, mais c'est plutôt les mathématiques qu'ils ont faites. Moi, je suis émerveillée de voir les mathématiques au XXe siècle. Il y a eu tellement comme je vous disais, ces nouvelles théories absolument sublimes, et pas seulement des théories, aussi des théorèmes. Alors, dans mon domaine, il n'y a que l'embarras du choix. Et je peux vous citer des gens, je ne vous dirai pas c'est mon mathématicien favori, parce que la plupart du temps, ces gens-là sont peut-être plutôt l'homme d'un grand théorème. Donc, si je vous dis Hodge, par exemple, c'est clair que Hodge, c'est le théorème de Hodge sur la représentation des classes de cohomologie par des formes harmoniques, sur des variétés compactes riemanniennes. Un exemple extraordinaire aussi, c'est le théorème de plongement de Kodaira. En termes de grands théorèmes, pour moi, le XXe siècle, on n'a que l'embarras du choix. C'est un théorème d'une profondeur et aussi, pour le coup, des démonstrations d'une beauté. Le théorème de plongement de Kodaira, c'est tout simplement extraordinaire. Et quand on pense qu'il a su tirer parti très très vite de la cohomologie des faisceaux, de la théorie de Hodge, parce qu'il voulait montrer ces théorèmes il a montré ces fameux théorèmes d'annulation en utilisant la théorie des formes harmoniques. Donc dans ce théorème c'est un théorème très précis, il nous fait une démonstration, il ne fait pas la théorie, mais il utilise 15 ou 20 ans après, au bout d'un intervalle très court de temps, ces théories merveilleuses, c'est vraiment un moyen de dire, ces théories sont tout simplement d'une puissance extraordinaire. Et je peux vous donner des exemples comme ça. Bon, par exemple, c'est pareil, les travaux de Maury qui lui ont valu la médaille Fields, c'est d'une beauté renversante, ce qu'on appelle le Benenbreck, la théorie de déformation des courbes rationnelles. C'est simple, mais c'est magnifique. Le théorème qui a valu à Donaldson la médaille Fields, c'est sur la forme d'intersection sur la cohomologie de degré 2 d'une variété riemannienne de dimension 4. C'est renversant, tout simplement. Donc, personnellement, je suis plus en admiration devant les théories d'une part, et puis aussi des théorèmes avec des très, très belles démonstrations. Et au XXe siècle, ça fourmille. Que recherche-t-on en faisant des mathématiques? Alors,
D'abord, ça peut paraître un peu bizarre, mais je trouve qu'il y a une forme d'évasion. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que c'est un peu addictif en fait. C'est vrai que c'est un refuge. Hein. Je me souviens d'avoir passé une fois des vacances quand j'étais adolescente, une période assez longue. Pendant les vacances, j'étais assise dans le jardin, je faisais des mathématiques à plein temps, parce que quand on a un problème de mathématiques, on ne s'ennuie pas, enfin, on est comme habité en fait. Et après on y arrive, on n'y arrive pas, c'est affaire de chance. Mais c'est vraiment, c'est une très belle activité en fait, extrêmement structurante. Donc, alors, que recherche tout, de toute façon, on cherche toujours à se réaliser soi-même, sinon on ne fera rien. Donc et alors là, évidemment, ça s'applique aussi bien à n'importe quelle activité, que ce soit de recherche ou de création artistique. On cherche une certaine forme d'accomplissement personnel, c'est assez égoïste. Après, est-ce qu'on cherche le vrai, est-ce qu'on cherche le beau? Ça, c'est un peu tout ça, c'est parce qu'on a nos critères. Bien sûr, le vrai est un critère absolument incontournable, mais le beau, l'élégance. Bon, je dirais aussi quand même que, vous voyez, il y a des problèmes qui nous trottent dans la tête et qui nous poussent à aller en avant. Donc on cherche quand même à répondre à des questions qui se sont accumulées dans notre esprit à force de contempler ce domaine dans lequel on travaille. Donc, oui, d'une certaine manière, on cherche à apporter un peu de clarté et on cherche le vrai. Mais après, bon, ce qui va répondre le plus à nos aspirations, c'est pas forcément justement le vrai. C'est pas, je pense pas que ce soit ça, en un certain sens, le plus important, quoi. Le vrai, c'est plutôt là, vraiment la grosse exigence, ne pas aller raconter n'importe quoi. Ça, c'est. Mais en fait, je dis, on est mu par la curiosité, aussi, cette curiosité n'est pas toujours. D'abord, elle est entretenue par ça, c'est très, très important, les rencontres mathématiques, elle est entretenue par les discussions, les exposés. La rencontre avec les travaux des autres est très importante pour ça. Justement, vous êtes cette semaine au CIRM, donc c'est un lieu d'échange et de rencontre, de discussion entre mathématiciens. Quelle est l'importance de ce genre d'outils pour vous? Je pense que c'est bien qu'on ait en France un lieu accueillant, où il règne une certaine convivialité. Je trouve ça bien que ce lieu soit situé dans le sud de la France, qui est à mon avis aussi plus accueillant. Ne serait-ce que pour des raisons de climat, et puis c'est vrai que le sud c'est quelque chose de sympathique, donc je trouve que c'est bien, ça nous représente assez bien. Après, vous savez, des centres de rencontres, il y en a un peu partout dans le monde, et puis il se trouve qu'il y a aussi parfois des rencontres. Alors bon, je pense que parfois, il y a des rencontres qui sont organisées dans un hôtel. Les sites sont peut-être plus spectaculaires, je dirais, plus exotiques ou plus pittoresques. Mais parfois, il y a des défauts d'organisation matérielle. Les gens passent des heures à marcher pour chercher à se nourrir. Alors, je ne sais pas pourquoi les mathématiciens mangent énormément, mais moi qui mange très peu, ça m'a toujours sidéré. Et donc, dans des conférences, soit en ville, soit dans des petits villages, il y a un peu trop de distraction de ce côté-là. Donc là, c'est très bien que finalement, toutes les préoccupations matérielles soient abolies. Vous avez fait toute votre carrière en France, au CNRS et maintenant au Collège de France. Et j'imagine que vous avez dû avoir moult propositions d'universités américaines, etc. Pourquoi vous êtes resté
Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'offres. La première m'a été faite quand j'avais 28 ans. C'était pas une offre formelle, mais enfin, les gens me demandaient. Je pense que si j'avais dit oui, j'aurais pu obtenir le poste. C'était à UCLA, mais j'avais déjà 2 enfants. Et à cette époque-là, encore moins que maintenant, il était hors de question pour moi d'élever mes enfants en dehors de la France. Maintenant, si on me posait la question maintenant, peut-être que j'envisagerais les choses sous un autre angle. C'est vrai que les conditions matérielles des jeunes chercheurs sont devenues assez catastrophiques. À cette époque, franchement, je ne manquais de rien et comme je vous l'ai dit, tout se passait de façon extrêmement fluide au niveau de ma carrière. Et je ne m'étais même pas posé une seule minute la question sur le plan des avantages matériels, par exemple. Il ne faut quand même pas oublier que j'étais mariée, mais bon. Non, je n'avais pas réfléchi une seule minute, en fait. Et après, la situation n'a fait qu'empirer, puisque je n'ai fait qu'avoir de plus en plus d'enfants. Jusqu'à 5. Et en plus, il se trouve que quand on était dans ma position, on était à même de profiter au maximum des avantages offerts par le système français. Donc si quelqu'un n'a jamais eu à se plaindre du système français, c'est bien moi qui ai bénéficié d'une aide, financière qui était tout à fait consistante. Donc pour l'éducation des enfants, la gratuité de pas mal de choses, et aussi, peut-être de façon très très importante, le fait que les femmes en France ne soient pas du tout découragées de travailler. On peut dire que la prise en charge des jeunes enfants est vraiment très très bonne, enfin, si j'en crois mes collègues des autres pays. Et donc, pour moi, c'était c'est vrai que j'ai toujours eu des enfants, de plus en plus, et donc la question ne s'est finalement, même si effectivement j'ai eu pas mal d'offres, la question ne s'est jamais réellement posée, quoi. Même récemment, je ne sais pas si vous en rendez compte, partir aux États-Unis avec 5 enfants qui doivent faire des études dans le système universitaire, ça coûte une fortune, ça n'aura aucun sens. Hein.